Il est le candidat sortant à la tête de la région depuis 1998. Il a su rester discret. 65% des Franciliens ne connaissent pas son nom, selon un sondage LH2 du Figaro de décembre 2009. Il a étudié ici, à Sciences Po Paris, et c'est celui qui est donné gagnant, selon les sondages. Je vous demande d'applaudir très fort la tête de liste PS, Monsieur Jean-Paul Huchon. Merci beaucoup, merci Monsieur Huchon d'avoir accepté notre invitation pour ce soir, pour ce grand forum des élections régionales Sciences Po TV. Alors on va commencer vos 25 minutes par la même question. En fait, on a posé la même question à tous les candidats. Si on devait retenir une proposition de votre programme, quelle serait cette proposition? C'est pas parce que je suis là, mais je dirais le financement de la mutuelle pour tous les jeunes jusqu'à 26 ans. Très bien. Et qu'est-ce qui ne va pas dans le système actuel des mutuelles et qu'est-ce que la région pourrait donc apporter? Quel est l'avantage de ce dispositif? C'est pas dans le système des mutuelles que ça va pas. C'est que la sécurité sociale, du fait des mesures assez drastiques imposées par le gouvernement actuel, les jeunes, certains, renoncent à se soigner. Les étudiants pauvres, les jeunes apprentis et les jeunes en insertion, par exemple. Et donc, il faut leur offrir la possibilité d'avoir une mutuelle qui traite les risques les plus évidents, les plus importants, les plus formels, et ça va représenter quelque chose qui va être de l'ordre de 100 € par mutuelle et par jeune. Et donc, moi, il me semble que la santé, c'est le premier droit, et qu'il faut que chacun puisse se soigner, que la santé ne soit pas distillée selon qu'on est riche ou selon qu'on est pauvre. Très bien. La règle du jeu également, c'est que vous piochez une question dans le bocal, et je vais lire la question. N'importe laquelle, il n'y en a plus que 2, mais je vais la lire. Merci beaucoup. Alors c'est des questions de franciliens qui sont un petit peu imaginaires, mais j'espère qu'ils se retrouveront dans leur situation. Thierry a 35 ans, il est apiculteur dans le Val-de-Marne et il voit tous les jours ses ruches s'éteindre peu à peu et voir ses abeilles qui décèdent au quotidien. Quelles actions peuvent être mises en place par la région pour sauver les abeilles de Thierry et en quelque sorte aussi sauver la pollution et qui frappe son exploitation? Elles sont déjà mises en place. Parce qu'il se trouve que nous avons un lien assez fort et que nous subventionnons de manière importante la Fédération des apiculteurs d'Île-de-France, que nous avons installé des abeilles dans les jardins de la région, et en particulier dans le jardin qui est derrière mon bureau. Nous avons récolté cette année 150 kilos de miel. Et oui. Et il est d'ailleurs excellent et il a été distribué d'abord aux élus de tous les partis politiques. On n'a pas distribué qu'à la gauche. Mais surtout, ça manifeste une chose, c'est que dans un milieu où il n'y a pas de pesticides, etc., les abeilles, qui sont essentielles pour l'équilibre biologique et pour la pollinisation de manière générale, sans elles, rien n'existerait sur la Terre, sont des abeilles à protéger. Alors on a par ailleurs créé une agence de la biodiversité. Elle est présidée par Jean-Vincent Placé, qui est un des leaders des Verts, et elle est maintenant habilitée à subventionner, à aider le maintien de la biodiversité et des campagnes de protection pour des animaux comme les abeilles. Vous voyez, donc cette question est très pointue, mais il se trouve qu'on l'a largement entamée. Alors il nous reste 1 minute 46. Je vais en profiter pour rebondir sur une question environnement. Dans votre programme, vous prévoyez un plan climat extrêmement exigeant. Vous voulez construire des nouveaux logements sociaux avec le respect d'une norme de 50 kWh par mètre carré. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler cette mesure? Comment concrètement vous pensez construire ces nouveaux logements sociaux? D'ores et déjà, actuellement, quand on construit les logements sociaux, nous aidons à la construction. On finance entre 15 et 20% de la construction, bien que ça ne soit pas une compétence régionale reconnue, mais on le fait. On ne le fait que sur la base d'un cahier des charges
qui exige la haute qualité environnementale. Et maintenant, on exigera probablement plus, c'est-à-dire bâtiments basse consommation, voire comme on le fait en matière de lycée à énergie positive, lycée Kyoto, et la principale mesure en matière d'environnement, en dehors de la multiplication des emplois verts, des aides aux entreprises, des filières, éco-filières, etc., c'est un plan d'isolation complet de toutes les habitations, en particulier dans le logement social, mais pas seulement dans le logement social, à partir de diagnostics et d'un financement qui pourrait être apporté par la région aux particuliers et surtout aux promoteurs immobiliers, dont les sociétés d'HLM. Écoutez, très bien, il nous reste 20 secondes. J'en profite pour gagner ces 20 secondes pour passer à la deuxième partie de ce 5x5 avec les questions du panel. On a une première question de la part d'Aymeric à Monsieur Huchon. Aymeric. Oui, bonjour Monsieur Huchon. J'aime bien la sonnerie, là, c'est marrant. Oui. C'est le temps qui passe, ça sonne à chaque fois. Oui, alors Aymeric, étudiant à Sciences Po Paris, vous avez beaucoup critiqué le projet de Grand Paris avec à propos de son coût, son tracé, son financement. Vous n'avez pas participé aux réunions de négociation avec Monsieur Blanc, contrairement à d'autres élus de gauche franciliens. Donc je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez une vision sur le long terme pour le développement économique de la région et est-ce que vous avez un projet alternatif? Si je ne participe pas à des négociations avec M. Blanc, c'est parce que M. Blanc, depuis qu'il a été nommé secrétaire d'État, a refusé de me recevoir pendant 2 ans. Faut le savoir. C'est la vérité. C'est comme ça que ça s'est passé. Il a fini par me voir tout à la fin quand Sarkozy le lui a demandé, mais il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu moi, ni les élus régionaux, ni les élus départementaux. Donc la méthode de M. Blanc est extrêmement détestable. C'est une méthode en chambre, complètement napoléonienne, qui ressemble à celle du baron Haussmann. C'est pas mon truc. Oui, Maintenant, je vous réponds sur le projet lui-même. Le projet de Grand Paris, d'abord, personne n'est capable de dire de quoi il s'agit véritablement. Pas même le président de la République, puisqu'il a évoqué de beaux rêves, de belles choses, mais il n'y a rien actuellement derrière. La seule chose qu'il a mis derrière, c'est un métro automatique souterrain à 60 km de Paris qui va desservir des lieux dits d'excellence dans lesquels il n'y a actuellement personne et qui vont tourner autour de Paris, alors que les besoins des Parisiens et des Franciliens, c'est d'abord que le RER A marche, que le RER B marche, C marche, E marche, D marche, et que il y ait une amélioration, notamment sur la ligne 13, et qu'il y ait des tramways, etc. Et pour le moment, tout l'argent et toute l'énergie de ce gouvernement semble uniquement tourner autour de ce qu'on appelle ce grand 8, qui ne verra pas le jour avant 2025-2035. Madame Pécresse s'est voulue, paraît-il, la candidate de la vie quotidienne. Si c'est la vie quotidienne de 2035, moi je pense que j'irai plus vite. On passe tout de suite à une deuxième question du panel de la part de Chahine. Bonjour Monsieur Huchon, je suis en 2e année à Sciences Po. Vous avez dit que Monsieur Carouchi était un adversaire courtois. Il a pourtant dit à votre sujet, je cite, « Ce que je reproche à Monsieur Huchon, d'avoir augmenté la fiscalité, notamment sur les entreprises, et de n'avoir jamais sorti aucun grand projet structurant, malgré un budget de 8 milliards d'euros. » Donc, c'est pas très gentil. Qui est-ce qui a dit ça? Monsieur Carouchi. Écoutez, d'abord, le budget n'est pas de 10 milliards d'euros, comme vous le savez. Il est de 8 milliards. Il est de 4 milliards et demi d'euros par an, tout simplement. Il est consacré pour les 2/3 à l'éducation nationale, les lycées, la formation professionnelle, les étudiants et le transport, pour presque 80% en fait, et tout le reste, ce sont des actions que nous avons décidé de mener nous-mêmes, parce que nous pensons qu'il est important que la région soit proche des habitants. Je prends un exemple. Nous nous occupons des autistes, de toutes les personnes en difficulté psychologique ou psychiatrique. Ça n'est pas notre responsabilité. Mais nous le faisons parce que personne ne s'en occupe.
Personne ne finance des structures pour aider ces familles à s'en sortir, etc. Deuxième exemple, lorsqu'il y a eu la canicule, il y a 15 000 personnes qui sont mortes de la canicule et des personnes âgées. Depuis lors, nous avons équipé de salles de rafraîchissement 245 maisons de retraite en Île-de-France, la totalité des maisons qui le nécessitaient. Si la région n'avait pas été là, personne n'aurait pu le faire. Donc M. Carucci, qui est un adversaire de longue date, mais qui a une certaine forme de courtoisie et qui, lui, connaît peut-être mieux la région que le candidat qu'ils ont ou la candidate qu'ils ont choisi, je lui réponds ça, et ça fait à peu près 10 ans que je lui réponds ça. Donc je pense que ça ne fera pas avancer d'un caramel notre discussion, cette question-là. Voilà. Alors on va juste profiter, bon désolé pour le temps, mais normalement c'est terminé, mais on va laisser quand même un lycéen poser une question. Si on peut bien lui donner un micro, voilà, c'est Geoffrey. Bonjour Monsieur Huchon. Donc comme vous le savez, la ligne 13 est saturée. Et apparemment vous voulez la dédoubler qu'à partir de 2017. Alors ne pensez-vous pas que ce problème est plus urgent ? Alors vous avez totalement raison de poser la question. Peut-être toute cette forme-là, elle est un peu hard, mais elle est parfaitement justifiée. La ligne 13 est une ligne qui est, si j'ose dire, naturellement saturée par le fait qu'il y a une fourche et que ce système de fourche et de croisement des trains provoque en permanence des dysfonctionnements. Donc la bonne idée, c'est en effet, vous l'avez dit, de la dédoubler ou en tout cas d'utiliser une autre ligne qui désature. Et nous avons, choisi au syndicat des transports d'Île-de-France, mais avec l'État, avec le gouvernement actuel qui est d'accord avec nous sur cette proposition, et avec le département des Hauts-de-Seine, la ville de Paris et le département de Seine-Saint-Denis qui sont sur cette ligne. Donc on est d'accord tous ensemble pour construire une ligne 14 prolongée jusqu'à Saint-Ouen avec 3 stations de plus, 5 km 46 exactement de plus de lignes qui devraient désaturer de l'ordre de 30% la ligne. Il y a des gens, notamment la CGT, les maires communistes du coin, qui disent qu'il aurait mieux valu faire à la fois ça qui est important et utile et d'autre part doubler la ligne. Mais le problème c'est que moi je dois faire face à un budget et la première version, la ligne 14, c'est 950 millions, c'est déjà d'euros pour le seul projet, c'est considérable. Et il faut faire toutes les études et il faut faire aussi surtout toutes les concertations avec les associations, les villes par où vous passez, les garages qu'il faut laisser reconstruire, le stationnement qu'il faut prendre en compte, etc. Tout ça prend du temps. Les travaux, eux, généralement prennent moins de temps, mais il s'agit quand même d'un tunnelier. Et un tunnelier, je l'ai déjà dit à Madame Pécresse, un tunnelier, ça avance entre 50 cm et 1,10 m par jour. Moi, je ne sais pas faire plus vite. Si elle a un système qui permet d'accélérer les tunneliers à la vitesse d'un cheval au galop qui remonte le Mont-Saint-Michel, c'est son problème. Mais ce n'est pas le cas. Alors, que pouvons-nous faire d'ici là ? Alors, d'ici là, il y a d'abord les portes palières qu'on va installer le long de la ligne dans les 12 stations les plus fréquentées. Ce qui permettra, parce que ça sera comme sur la ligne 14, ça permettra donc aux gens de rentrer sans danger et de sortir de manière plus ordonnée sans qu'il y ait des risques, parce que sur la ligne 13, il y a très souvent des gens qui tombent sur les voies, etc. Bon. Ce système de porte palière, il coûte à peu près 30 millions d'euros. C'est la région qui le finance intégralement. Les portes sont commandées, elles arrivent à partir du mois d'avril-mai. Et donc ça se mettra en place en un an. Bon, ça aidera un peu. 2, on a demandé à la RATP de serrer l'exploitation, c'est-à-dire de ralentir les intervalles entre chacun des trains. Mais il y a une limite à laquelle on ne peut pas aller plus. Vous ne pouvez pas... un intervalle de moins de 30 à 45 secondes, c'est dangereux. Donc on lui a demandé d'aller à l'extrême limite de ce qu'elle pouvait faire. Et enfin, il y a un système qui s'appelle le système Ouragan, qui est un système informatique extrêmement sophistiqué, qui va réguler la circulation, automatiser ce métro, de manière à ce qu'il fonctionne mieux le temps qu'on construise le métro
de secours, si j'ose dire, auxquels vous faisiez allusion. Alors, je ne peux donc pas promettre, je la connais bien la ligne 13, hein, c'est devant la région, ça passe, voilà. Mais je ne peux pas promettre que les choses vont s'améliorer de manière fondamentale, tout de suite. Mais il va y avoir des améliorations significatives dans l'année qui vient, et après, quand les travaux auront commencé, je pense qu'on verra que la désaturation est possible. Alors on a largement dépassé le temps de parole, mais on va tout de suite passer à la troisième partie de ce 5x5 avec les questions de la salle avec notre ami Rémi qui va recueillir les réactions des étudiants. Ah, il y en a beaucoup, alors encore une fois, il y en a qui vont être lésés. Mais je suis déjà venu pas mal par là, donc je vais aller un peu plus loin. Ah, mais vous avez déjà posé une question, non? Ah, mais c'est pas juste pour les autres. Alors, voilà, je vais venir ici. Bonjour. Je m'appelle Mohamed, je suis en première année. Et j'ai une question toujours à propos des transports. Je voulais savoir si vous pensez qu'à l'avenir, ce serait possible d'avoir des transports toute la nuit, le week-end, comme dans d'autres grandes villes, comme à New York, comme à Berlin, par exemple, ce qui permettrait de dynamiser le secteur de la nuit, qui est très important pour l'économie de Paris, je pense. Merci. J'espère avoir bien compris votre question. Dans mon programme, j'ai prévu donc ce qu'on appelle le dézonage de la carte Navigo, c'est-à-dire qu'avec votre carte Navigo, si vous, par exemple, vous êtes parisien, vous pourrez aller jusqu'à Fontainebleau, Melun, Conflans-Sainte-Honorine, ce que vous voulez, pour le même prix le week-end. Première réponse. La question c'était sur le transport en commun la nuit. Oui, eh bien justement, j'y viens. D'accord. Il y a cette première question qui était importante. La deuxième question, c'est que le samedi, nous offrirons le travail, plus exactement le transport, toute la nuit, 24 heures sur 24. Il faut pour ça, bien sûr, moi c'est une promesse que je fais, et comme on a déjà tenu l'allongement de l'horaire jusqu'à 2h15 et le bus noctilien, on va donc aller sur cette promesse également. Elle est chère, et il faudra la financer avec le STIF, mais je crois que c'est très très important de pouvoir avoir une nuit où il y a une possibilité totale de circulation. Et je vais même faire autre chose. Pour ceux qui travaillent très tôt, en particulier, je pense, dans des coins comme Roissy, comme Vélizy, etc., on va avancer l'heure des métros à 4 heures et au lieu de 5 heures, de manière à ce que ceux qui ont des horaires décalés, mais aussi les fêtards, puissent en profiter. Voilà. Merci. Peut-être encore une dernière question. Une question ici, oui. Bonjour Monsieur Huchon, Baptiste Gachet, je suis en première année à Sciences Po. Je voulais vous demander ce que vous pensiez de ce qu'avait fait Cécile Duflot avec Europe Écologie. Ils ont siégé avec vous pendant le dernier mandat et ils partent avec une liste séparée à la vôtre. Est-ce que vous prenez ça comme un désaveu vis-à-vis de votre politique ou d'un simple calcul politique pour avoir plus de place après? Écoutez, les Verts, et non pas Europe Écologie, hein, ça n'existait pas encore, les Verts ont travaillé avec moi pendant 12 ans. Merde, et ben voilà. Eh ben ça fait rien, c'est de l'eau. Hein. Est-ce que quelqu'un aurait un Kleenex ou de quoi éponger, s'il vous plaît? La question des Verts sert de baptême, comme vous le voyez. Donc ils ont travaillé avec nous. Je leur ai donné de très importantes responsabilités, puisque en gros ils contrôlaient à travers leur vice-président un bon tiers du budget. C'était des questions très importantes, l'environnement, le social, les universités, la recherche et l'aménagement du territoire. Donc moi, je n'ai qu'à me féliciter du travail qu'on a fait ensemble. Et comme d'ailleurs Cécile Duflot l'a dit au dernier débat qu'on a fait, il n'y a eu qu'un seul vote séparé entre nous. C'est quand nous avons voté le contrat de plan avec l'État. Moi, j'ai cru de mon devoir de le signer en toute responsabilité pour faire avancer les transports. Les Verts ont considéré qu'il n'y avait pas assez et donc ils pouvaient voter contre. Ils étaient d'autant plus tranquilles pour voter contre que comme ils savaient que de toute manière nous votions avec les autres, ça risquait rien.
aujourd'hui, ils se sont lancés après les européennes et dans des conditions qui sont parfaitement compréhensibles. Ils ont été un peu dépassés par leur succès. Et donc ils se sont dit, si ça se trouve, et en Île-de-France, parce que l'Île-de-France est renommée pour être une terre où il y a des bobos, etc., on peut sans doute passer devant le Parti socialiste. Je crois que certains l'ont cru, d'autres moins. Les plus raisonnables savaient que ça n'était guère possible, en raison du bilan que nous présentons, qui n'est pas quand même épouvantable, en raison aussi du fait qu'on est dans une région où il faut aussi négocier, combattre même parfois l'État durement, parce qu'il a une position très dure à l'égard des régions. Et oui, j'ai compris qu'il faut arrêter, non? C'est automatique. Oui. C'est automatique. Et je pense que ce n'est pas la même élection et donc que ça ne suivra pas la même pente. Mais j'ai pas de souci avec Cécile Duflot et ses amis. Ils seront avec nous au deuxième tour. Je n'ai pas de souci. Il faudra se mettre d'accord. Ils auront certainement un groupe important. Et après tout, tant mieux, car ce sont des gens imaginatifs et travailleurs. Merci pour votre réponse. On passe tout de suite à la 4e partie du 5x5 avec les questions des internautes de rue 89 avec Julien Martin. Bonsoir Monsieur Huchon. Première question qui concerne les lycées. Ça va faire 20 ans qu'un lycée doit être construit au sud de l'Essonne. À chaque élection, le PS comme l'UMP promet que ça sera fait. En attendant, les lycées de Ménicy, Étampes et Corbeil sont surchargés. Refaites-vous encore cette promesse? Et si oui, qu'est-ce qui me prouve qu'elle sera tenue? Vous visez quel lycée en l'occurrence? Un lycée qui doit être construit au sud de l'Essonne, dont le projet est connu et qui est au point mort depuis plusieurs années, depuis 2 ou 3 ans je crois. Il y a 471 lycées en Île-de-France. On a une carte qu'on actualise chaque année, ça s'appelle le PPR ou le PPI. Programme prévisionnel d'investissement, programme prévisionnel de rénovation. S'il y a un lycée à construire, il doit avoir été inscrit dans le PPI avec le rectorat, puisque là on travaille avec l'éducation nationale, on n'est pas libre. C'est eux qui définissent la carte scolaire et ensuite nous construisons. Donc s'il y a je sais qu'actuellement, par exemple, on va construire un nouveau lycée international à Noisy-le-Grand. Là, c'est dans la Seine-Saint-Denis et tout proche du Val-de-Marne. Il est inscrit au programme, les travaux vont commencer. Là, je ne peux pas répondre précisément à votre demande. Je sais qu'on a quand même construit énormément de lycées dans l'Essonne. J'en ai inauguré beaucoup et encore récemment. Effectivement, en fait, alors il s'agit d'un 3e lycée qui est demandé à côté des lycées de Ménecy et Étampes. C'est ça, oui. Donc il est prévu. Je pense qu'il doit être dans la liste du PPI PPR. Le projet est au point mort depuis 2 ans selon les professeurs du lycée Geoffroy Saint-Hilaire. 200 noms, je ne suis pas capable de vous les sortir ici. Voilà. Au moins, ça fait pas de promesse. Un autre engagement qui vous est demandé, est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui de ne pas augmenter le budget voté en décembre 2009 en Île-de-France pour 2010, donc le budget 2010, qui ne comprend pas de hausse de la fiscalité? La droite et notamment Roger Carucci vous a accusé d'élaborer un budget fictif en vue des régionales. Bah oui, mais Roger Carucci, ça fait 10 ans qu'il dit ça, hein. Le problème, c'est que depuis 10 ans, on a eu un budget en très forte augmentation et que depuis 4 ans, 5 ans même, il n'y a pas eu une seule augmentation d'impôts de la région. Pourquoi? Il n'y a pas de taxe d'habitation payée par vous. Si vous habitez un logement, vous ne paierez pas de taxe d'habitation à la région. Elle a été supprimée depuis les années Jospin. Il y a une taxe foncière pour les propriétaires. Elle va être supprimée dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle. Il y a des taxes professionnelles. Elles sont supprimées dans le cadre de la taxe sur la taxe professionnelle. C'est remplacé par ce qu'on appelle une cotisation économique territoriale. On n'en sait rien à partir de 2011. En 2010, on aura les mêmes recettes à peu près qu'en 2009. Et je ne suis pas prêt à prendre l'engagement que je n'augmenterai pas le budget. Je ne prends l'engagement que je n'augmenterai pas les impôts. Évidemment, mais c'est Monsieur Bertrand, Xavier Bertrand, ça doit être un comique involontaire. Il nous a adjuré de ne pas augmenter les impôts. Mais c'est très facile de prendre l'engagement. Monsieur Bertrand et ses amis nous ont retiré tous nos impôts. On n'en a plus.
Voilà, donc on ne pourra pas les augmenter les impôts. Il va falloir que j'emprunte, et bien entendu, il va falloir qu'on trouve de nouvelles ressources, et j'explique les nouvelles ressources les plus évidentes. C'est pour les transports, c'est pour financer de l'investissement, c'est pas pour financer des fonctionnaires. Financer de l'investissement, et il y a Gilles Carrez, rapporteur UMP du budget, qui a fait une série de propositions avec lesquelles je suis en accord total. Donc si M. Carrez arrive à convaincre ses amis, et M. Sarkozy, qui me l'a par ailleurs promis, d'aider à financer mon plan de mobilisation pour les transports, ça se fera par une légère augmentation de la cotisation des entreprises, par le retour d'un fonds qui s'appelle le Fonds d'aménagement d'Île-de-France, que Lionel Jospin nous a piqué à l'époque. Et donc c'est pas difficile de faire mieux que Lionel Jospin pour l'UMP. Ils ont qu'à le faire. Je l'ai dit à Carucci, je lui ai dit, grandissez-vous, Roger, je lui ai dit. Vos amis de l'UMP pourraient rectifier une bêtise de Lionel Jospin, mais ils l'ont pas fait. Et il reste ensuite ce qu'on peut prendre sur la promotion immobilière. Et il est évident, quand on construit 400 000 mètres carrés supplémentaires à la Défense, ça va rapporter quelque chose à quelqu'un. Et ce quelqu'un doit participer, par le biais d'une petite taxe, à rembourser et à financer les transports, parce que vous n'allez pas mettre 400 000 personnes de plus à la Défense sans les mettre dans les transports. Encore une question. Monsieur Huchon, n'avez-vous pas été gêné par la polémique autour d'Ali Soumaré, vous qui avez vous-même déjà été condamné? Et quelle est votre réaction au nouveau développement que l'on vient d'apprendre dans cette affaire Ali Soumaré? Pour ce qui concerne ma condamnation, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis surtout, on ne m'a pas reconnu inéligible. Ça veut donc dire que je pouvais poursuivre mon mandat. Et donc, a fortiori, que je pouvais reconduire un mandat. Et si je l'ai fait, c'est pas par plaisir, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, pour négocier avec un État aussi dur, avec des gens qui veulent la mort des régions, et avec des gens qui veulent nous imposer un système totalement autoritaire qui s'appelle le Grand Paris, il y a besoin d'un type qui tienne la route en termes de négociation, en termes d'opposition et en termes de rassemblement, parce que moi je sais comment j'ai rassemblé la gauche, et au-delà, parce que sur la plupart des sujets, d'autres ont voté avec nous, et donc je pense que c'était normal que j'y aille. La polémique Ali Soumaré, elle est en train de se dégonfler à toute allure, puisque on a trouvé, semble-t-il, que c'était des homonymes. Voilà, donc ceux qui ont lancé cette polémique, c'est des méthodes de voyous. C'est des méthodes de caniveau. Vous accusez quelqu'un, un jeune, il a 28 ans. Alors, il a, en effet, commis une erreur de jeunesse quand il avait 18 ans. Mais justement, c'est amnistié et on ne doit pas en faire état. Et c'est la raison pour laquelle, nous, on leur a collé tous les procès possibles à ces braves gens. Et c'est eux qui vont être condamnés. Eux qui vont être condamnés pour diffamation, divulgation de documents qui sont des documents secrets administratifs et judiciaires. Et où ont-ils été chercher ces documents? J'aimerais bien le savoir, moi. Quand l'État se met au service d'un clan politique, c'est un État qui commence à perdre sa légitimité républicaine. Voilà. Merci Monsieur Huchon. On va tout de suite passer à la dernière partie de ce 5x5 avec peut-être une question sur votre programme et notamment sur le pass contraception. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu développer cette mesure que vous souhaitez mettre en place dans les lycées? Le pass contraception, c'est cette mesure qui a été rendue populaire par Ségolène Royal. Il s'agit de donner la possibilité de donner des moyens de contraception variés, divers, et surtout de payer les consultations qui sont nécessaires en tout anonymat, sans que les parents soient nécessairement au courant. Et par ailleurs, les soins qu'on doit apporter et qui sont apportés par des médecins ou des infirmières. Donc, en réalité, c'est un passeport pour l'autonomie des jeunes sur le plan, je dirais, de leur vie amoureuse et sexuelle. Et je pense que c'est important de leur apporter ça, comme c'est important de leur apporter la mutuelle.
comme c'est important d'amener la gratuité des transports pour les jeunes en insertion et l'extension de la carte imaginaire à tous ceux qui ne sont pas étudiants ou lycéens. C'est le pass autonomie. Merci. Et peut-être une autre question à propos de la défense et du développement économique de la région. Vous avez dit dans votre programme qu'il fallait stopper le développement de la défense. Concrètement, Anne Hidalgo a dit ça dans un chat avec les militants du PS, je crois, et elle dit qu'il faut stopper le développement de la défense. Comment vous comptez vous y prendre pour stopper le développement ? La question n'est pas du tout là. Il y a un schéma directeur d'aménagement de la région que nous avons voté aux 3/4 dans l'Assemblée, avec le MODEM, y compris avec une partie du Front National, etc. Et il n'y a que l'UMP qui a refusé de le voter, dont Madame Pécresse en particulier. Enfin, elle n'a pas dû être là pour le voter, car on l'a jamais vu au Conseil régional à cette époque-là. Mais peu importe. On a un schéma directeur. Il prévoit pour la défense, non pas l'extension, mais la modernisation avec une légère extension des bâtiments actuels, parce que la défense est devenue un site qui a des risques d'obsolescence et donc des risques aussi de compétitivité par rapport à d'autres grands sites. Donc moi je suis pas fou, je ne m'oppose pas à l'extension de la défense si c'est dans le cadre d'une modernisation. Par contre, ce que je demande, c'est que tous les efforts soient faits pour développer, et j'y étais cet après-midi, en Seine-et-Marne, à Marne-la-Vallée, il y a un grand complexe touristique qui va se construire, qui s'appelle le village nature, c'est-à-dire un village complètement géré sur la base des critères de l'écologie et du développement durable. Il y aura 3800 habitations, et donc c'est un village qui pourra avoir à peu près 10 000 habitants avec 5 000 emplois. Mais c'est dans l'Est. Et moi, je me bats pour rééquilibrer de l'Ouest à l'Est. Je pense que dire qu'il faut stopper complètement la défense, c'est peut-être un peu, un peu systématique. D'accord. Dans le cahier qui se trouve juste sur la table, vous avez une question que Valérie Pécresse vous a laissée. Je vous invite à la lire et à y répondre. Voilà. Alors, comment allez-vous convaincre les électeurs que vous ferez en 16 ans ce que vous n'avez pas réussi à faire en 12 ? Les transports des héros et faux, la première écologie en Europe, 10 000 emplois tremplins. Alors, la réponse, c'est que les 10 000 emplois tremplins, on les a déjà faits. Donc ça me paraît déjà invalider une partie de la question. Pourquoi je ferais pas, dans les 4 ans qui viennent, déboucher des projets qui sont démarrés, mais qui mettent du temps à démarrer ? Parce que je vous dis, les 9 tramways, ils seront finis dans 4 ans. Les 9 tramways seront finis dans 4 ans. Il n'y en a que 3 qui roulent aujourd'hui. Les autres sont en travaux. Ce qu'on appelle les rocades, les tangentielles, à l'ouest, entre Saint-Germain et Cergy-Pontoise, au sud, entre Massy et Évry, à l'est, entre Sénart et Évry, au nord, entre Sartrouville et Noisy-le-Sec, elles sont construites. Elles sont construites. C'est parce que maintenant, on arrive au temps de construction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut que nous empruntions davantage pour financer les travaux. Donc, Madame Pécresse estime que je ne ferai pas plus que je n'ai fait jusqu'ici. Seulement, elle se heurte à 2 problèmes. 1, personne ne croit que je n'ai rien fait. Je pense qu'elle a pris un très très mauvais trip là. Hein. La dernière fois, mon adversaire, Monsieur Copé, il pensait que j'étais anonyme et que c'était bien de dire que j'étais anonyme. Il m'appelait Jean-Paul H. Le résultat, c'est que j'ai été plébiscité par les gens, que ça a enragé de voir qu'on traitait quelqu'un comme ça. Et là, elle dit, je ne fais rien. Mais alors, Madame Pécresse, elle est formidable parce que elle me dit, vous ne faites rien, et le lendemain, elle me dit, il faut absolument que vous fassiez de la culture, de la santé, du social, etc. Et en même temps, c'est la même dame qui appartient à un gouvernement qui détricote toutes les responsabilités des collectivités locales et qui veut leur priver de leurs compétences générales. Donc, Madame Pécresse, c'est Pénélope, elle fait le matin, elle défait tout ce qu'elle peut sur les régions, et le soir, elle promet tout ce qu'elle peut pour les régions. Hein? C'est pour ça que je l'ai imité dans Alice au pays des merveilles. Hein? Suis-je, c'est pas là, je vais pas l'imiter, je vais juste dire le texte. Suis-je
Moi-même, ou suis-je une autre ce matin? Je m'interroge. Merci beaucoup, Monsieur Huchon, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous tous. Merci. Alors on va conclure rapidement ce grand forum. J'invite les étudiants de Cifacom qui ont travaillé sur la partie technique audiovisuelle à venir nous rejoindre sur scène. J'invite tous les gens, des volontaires qui ont travaillé aujourd'hui. Rémi qui a présenté les panels qui sont là. Fatou, Ils sont encore dans le public, venez, il y a encore Dora, Anna, tous les gens, Thomas qui était à la régie, les gens du service audiovisuel, tous ceux qui nous ont aidés pendant cette longue journée. Voilà, dire un petit mot. Je sais pas, Fatou, si tu avais prévu de dire quelque chose. Moi, j'avais juste des remerciements déjà à la direction de la communication qui nous a permis de faire cet événement, au service audiovisuel qui, sans lui, ce ne serait pas possible, les appariteurs aussi, même si ça peut paraître bizarre. Le staff, toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui. Il y a des mois qu'on prépare ce forum, on y est arrivé et c'était pour vous. Sciences Po Télé, c'est la télé des élèves, les élèves c'est vous et j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire plus avec vous par la suite. Et je crois que s'il y a une dernière personne à remercier, c'est vous. Nous on tient à vous remercier d'être venus, d'avoir assisté à ce grand forum. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu l'impression de perdre votre temps, que vous avez apprécié. Nous en tout cas on a beaucoup aimé être avec vous. Benoît, tu peux peut-être... Moi, j'ai envie juste de vous dire, si on faisait un débat de l'entre-deux tours, je posais la question à Monsieur Huchon, et s'il est prêt à revenir ici avec vous pour faire un débat dans l'entre-deux tours. Est-ce que vous serez d'accord ou pas? On va lui poser la question. Et on va prendre rendez-vous juste après son petit entretien. En tout cas, merci à vous d'être venus, et puis bonne soirée, et allez voter. Ouais, allez voter les 14 et 21 mars prochains. Merci.